Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui a une actualité sociale très chargée en ce début de semaine et tout ça sera suivi de Sport 10, Séverine Méridan débriefera avec vous l'actualité sportive de ce week-end. En deuxième partie, vous retrouverez votre émission Focus où on fera un débrief cette fois-ci avec Moon Guadeloupe qui a repris ses activités, vous le savez, ses actions coup de poing ici en Guadeloupe et notamment sur les problématiques de l'eau. Ils étaient notamment à la mairie de Saint-François qui finalement a une livraison d'eau et à la mairie du Gosier qui elle aussi a décidé d'opérer des livraisons de bouteilles d'eau chez les personnes sensibles. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le lundi 13 janvier 2019 et voici les titres de cette Info 10. Toujours mobilisés pour obtenir de l'eau dans leur robinet, les administrés du Gosier ont été reçus aujourd'hui par le maire Jean-Pierre Dupont. Une séance d'échange qui ne règle pas le problème et qui a permis de faire émerger des solutions palliatives. Des perturbations sont à prévoir dans la distribution du courrier et pour cause, les syndicats de la Poste Guadeloupe ont appelé à la grève dès demain. Et en fin d'édition, nous partirons à votre rencontre, savoir ce que vous pensez de notre Miss France Clémence Bottineau et de son retour au pays. Et avant de développer ces quelques titres, revenons sur ces altercations entre les forces de l'ordre et les militants anti-chlordécone devant le tribunal de Fort-de-France cet après-midi. 7 citoyens engagés comparaissaient pour des actions de blocage de centres commerciaux appartenant à des béquets qui sont par ailleurs tenus pour responsables de la contamination de nos sols avec ce pesticide. Un procès injuste pour de nombreux Martiniquais qui se sont rendus au palais de justice afin de leur porter soutien. Ces derniers se sont vus refuser l'accès à l'audience qui pourtant devait être publique. Un rassemblement qui sera finalement perturbé par l'intervention des policiers à coups de lacrymogènes. Plusieurs blessés sont à déplorer du côté du manifestant et le procès, lui, a été reporté. Et voilà bientôt une semaine que des résidents du Gosier et particulièrement de Margaillard sont mobilisés. S'ils étaient effectivement déjà habitués aux tours d'eau qui en soi sont une aberration, eh bien les coupures sont de plus en plus longues et on n'avertit même plus finalement avant de couper. Et pour rappel, la ressource ne coule pas dans les robinets à cause d'une panne des 2 surpresseurs de l'usine de Saline qui permettent à l'eau d'être acheminée dans les foyers. Et si l'un d'entre eux a été changé en courant de semaine dernière, eh bien la seconde devrait être acheminée en Guadeloupe dans une semaine. Un délai intenable pour des administrés qui exigent que des solutions immédiates soient portées pour ce désagrément. Au terme d'une opération escargot ce matin où ils se dirigeaient vers la mairie, eh bien une délégation a été reçue par le maire et des techniciens du SIAG qui leur ont porté quelques explications qui n'ont pas réellement convaincus. Mais hormis ça, des petites solutions palliatives ont été trouvées. Regardez. Nous avons eu une très bonne séance de travail qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale et consensuelle. Donc il y avait 2 aspects à voir. Il y avait l'aspect technique pour que l'opérateur, notamment le SIAG et la RENOC, puissent apporter des réponses quant à la mise en place de ce surpresseur qui est attendu. Et il y avait un autre volet de solidarité que j'ai pu mettre en place pour la distribution de packs d'eau et la mise en place de citernes. Donc c'est une démarche qui dépasse même le cadre municipal puisque j'ai fait cette proposition en tant que président de la CARL et c'est ce même dispositif que je vais proposer pour l'ensemble des 4 communes de la CARL. Nous venons ici, nous venons pour une raison bien spéciale. Nous avons un problème dans les différents quartiers du Gosier et toute population a contré et nous décidé nous faire marchage là pour nous contrer mais là. Nous discuter à l'année arrêté qui prend, ils ont décidé de faire un certain nombre de bulletins pour répondre à ça nous dit. Ils ont éclairé aussi un certain nombre de points. Par rapport à ça, il faut nous veiller à il faut savoir qu'est-ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on pas ni satisfaction, pas ni insatisfaction. C'est nous tendre et aller nous veiller à pour regarder qu'est-ce qu'il a fait. Nous pouvons continuer à discuter parce que dans la mesure où il y a toute proposition qui est faite là, quand on a dit ça y est un bec qui peut en fall,
Donc nous sommes actifs à ça pour tenir la parole là, et puis que les choses avancent, que tout le monde en tranquillité à niveau là, ça, parce qu'on n'est pas normal, on n'a pas ni de l'eau, pas payer de l'eau. Donc nous devons faire en sorte que vous respectez la parole là aussi. Et tout ça, dit. Donc, combat là pour qu'on finisse, on avance et puis nous pouvons voir ça avec Abaye. Pour que la distribution puisse se faire dans des conditions optimales, pour qu'il n'y ait pas une forme d'anarchie, donc j'ai sollicité un travail avec les représentants pour qu'on puisse faire ce travail-là et organiser ensemble la distribution. On a quand même expliqué que les solutions à venir ne vont pas faire revenir l'eau d'une manière continue et en quantité. Ce n'est qu'une première étape pour améliorer l'existant. Ça qui pire de là, c'est de savoir qu'on a payé un facture qui a antécédent là, qui veut dire de l'eau quand même savent qu'on a payé. Et c'est ça qui en met dedans. Il n'y a pas pour gosier, hein, parce que là nous dit ça, nous bien préciser, président Lacal qui c'est aussi maire gosier, question par le fois il fait remonter les autres instances, plus haut qui Lacal, plus haut qui le gosier. Parce que nous arrivons dans une situation que les gens sont obligés de payer et ils n'ont pas ni de l'eau. Donc il faut trouver un bitin pour réduire ces factures-là. Il faut faire un dégrèvement, il faut faire un bitin. Nous payons supporter de payer 100% à ça, alors que nous n'avons pas ni de l'eau tout le temps correctement, comme la loi a dit. Et à l'issue de cet échange, la municipalité a acté la création d'un réseau de référents pour identifier les secteurs les plus touchés. Et elle mettra également en place une distribution alternative d'eau dans les quartiers concernés par des coupures prolongées. Des distributions de bouteilles d'eau potable en fait, qui seront effectivement mises à disposition des publics les plus faibles. Et des citernes d'eau potable devraient être installées aussi sur le territoire communal. Et par ailleurs, la Désirade recevra bientôt 2520 bouteilles, le Gosier le même nombre, 2520 bouteilles, et Saint-François 2796 bouteilles qui devraient être livrées là-bas. Et en parlant de choses qui n'arrivent pas à destination, comme l'eau, parlons de votre courrier qui risque de ne pas atteindre vos boîtes aux lettres. À compter de demain, la Poste Guadeloupe entre en grève illimitée. Une décision de l'intersyndicale qui dénonce la feuille de route et les méthodes du nouveau directeur qui, selon eux, s'attache à démanteler ce service public. Entre fermeture de bureaux, diminution des effectifs, mobilité excessive et réorganisation sans fin des services, les postiers n'en peuvent plus. On les écoute. Nous en grève depuis un moment, mais officiellement, nous déposons un préavis de grève qui est préfet les 14, officiellement. Parce que nous faisons un directeur à la poste qui parle un pont langue et vient appliquer une politique de démantèlement du service public qui a passé par la fermeture des bureaux de poste, par la diminution des effectifs. On seul but ni comme objectif, c'est chiffrer. Dans le cadre d'un préavis de grève, il doit y avoir une réunion avant que la grève soit lancée. Donc lorsque le directeur nous a reçus, il a démarré sa réunion en disant « Je suis dans l'obligation de vous recevoir, d'envoyer une convocation pour une réunion, mais vous n'étiez pas obligé d'être là. » Tout est dans la nuance. Ça veut dire qu'il ne nous attendait pas. Il a été surpris de voir les 4 secrétaires départementaux des syndicats de la Poste de Guadeloupe, c'est-à-dire les 4 syndicats représentatifs des 1200 postiers de la Guadeloupe. Malgré ça, il ne s'est pas démonté. Il a continué un petit peu dans sa façon de discuter, de sa posture méprisante, en nous disant qu'il nous a donné une leçon de représentant du personnel, en nous disant que dans nos 10 points de revendication, il n'a pas vu le malaise, c'était pas marqué le malaise des postiers en Guadeloupe. Il y a une pression qui se fait déjà au niveau des services financiers où on leur demande des chiffres, où on leur demande de faire des formations en dehors de leurs heures de travail, où il y a aussi le fait qu'on les déplace, il y a aussi les réorganisations qui sont mises en place alors qu'on n'est pas encore rentré dans l'ambiance, dans le bain de la réorganisation, qu'il faut encore aller sur une nouvelle réorganisation. Il y a de la compréhension, il y a des projets qui changent alors que le projet qui était en place n'a pas donné son plein exercice, n'a pas donné son plein savoir. Le postier part de chez lui et se dit, arrivé au bureau, qu'est-ce qui va se passer ?
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais terminer ma journée? Est-ce que je vais pouvoir faire ci, il faut faire ça? Nous raboutons parce que nous faisons assemblée générale le 14 décembre et c'est l'ensemble des postiers qui dit nous déposons préavis de grève. Alors demain, grève là parti, premier jour à départ grève là, nous qui devant bureau de poste de messagerie demain à 7h, nous qui voyons tempo là, parce que nous confions, nous savons que la plupart des postiers qui là, parce que ni trop de souffrance en travail, ni trop de souffrance à la poste, et nous attendons l'ensemble des postiers pour nous payer les directeurs régionaux de la poste, réponse à arrogance et mépris envers les postiers de Guadeloupe. Et avec un taux de grévistes annoncé de 80%, la direction de la Poste ne discute pas la légitimité de ce mouvement. Cette dernière reconnaît d'ailleurs un manque d'information et de pédagogie à destination de ses salariés. On écoute le directeur régional David Arle au micro de Michel Héraclide. J'ai voulu prendre la parole parce que je pense que c'est un moment important dans la vie de la Poste de la Guadeloupe. Nous avons effectivement un préavis de grève déposé demain. Et je dois vous dire que c'est avant tout le signe d'organisations professionnelles d'abord qui sont fortes chez nous. Elles s'appuient sur une base forte. Plus de 80% des postiers se sont exprimés lors des élections professionnelles. Et donc, en tant que représentants du personnel, ils sont tout à fait légitimes. C'est aussi le signe d'une entreprise qui se transforme, qui vit. Nous avons beaucoup de projets de transformation, certains sur des métiers dont les activités diminuent. Et nous avons peut-être manqué d'information, de pédagogie, d'échanges en particulier sur la fin de l'année 2019. Bien évidemment, notre porte est ouverte et elle reste en permanence ouverte. Et dès cette semaine, j'inviterai nos partenaires sociaux à la table de l'échange pour pouvoir partager, parce que je pense qu'il y a des valeurs communes qui nous guident, qui nous animent et sur lesquelles on doit pouvoir se retrouver. La grève est un droit, donc tous les postiers de Guadeloupe ont le droit de faire grève, mais je suis aussi soucieux dans ce contexte, parce que je sais qu'il peut être synonyme de bouleversement. Je suis soucieux de la protection des postiers et je suis soucieux également de l'impact que ça peut avoir sur l'économie de la Guadeloupe, sur sa population et en particulier les plus défavorisés d'entre eux. J'y suis sensible, donc je ferai bien évidemment avec mes collaborateurs tout mon possible pour que nous sortions de cette situation le plus vite possible. Et à Bémao, la situation reste très tendue entre l'UGTG et Madame le maire. Hier, Hélène Polifonte posait le déblocage des écoles de la commune comme préalable à l'ouverture des négociations. Une demande refusée par le syndicat qui estime s'être fait avoir lors de la signature du dernier protocole de fin de conflit. Le reportage. Non, premier but, mon Polifonte bandou. Nombre de monde pour entrer. Délégation à l'UGTG, monde pas faire ça. Et on a pensé qu'ils savent ça contre tout le mec qui est en Guadeloupe. Deuxième butin, il fait tout choix, tout week-end là, il y a préalable conditions de négociation. Mais nous pas fait chaud, nous concrets et nous sérieux de ça, il nous a dit. Alors préalable, nous jouons de la justement nous baili pour nous parler de protocole là et puis loin si protocole là, faut l'ensemble des agents de la ville de Bémao qui concernés par revendication là 0,65. C'est ça nous arrêter, faire notifier arrêter à eux. Quitter ni 200, quitter ni 300, ça c'est premier préalable là. Deuxième préalable là, faire expliquer l'opinion et travailler à Bémao qui j'en fais chauffer au maximum de ça nous commander. Alors faire expliquer, il dit moi c'est mon mari, on pas connaître moi. On parler des chauffeurs moi. On a bien dit ça à l'opinion, on parler des chauffeurs. Donc chauffeur il baille zéro, il baille beaucoup plus que ça nous commander. Alors il expliquer la presse pourquoi? Parce qu'il y a dans l'équité, il y a dans l'expérience, il y a dans tout le butin. Alors si nous parlons de l'équité, il faut tout le monde qui est à même niveau, il faut tout le monde qui est à même niveau. Alors qui règle ça, soit avec la presse, soit avec le conseil municipal. Et nous dit qu'on ça nous déroule là, nous attendons. Les avocats du barreau de Guadeloupe, eux, persistent et signent contre la réforme des retraites. Les Romdoirs ne plaideront pas cette semaine non plus pour conserver l'autonomie de leur caisse de retraite. Une nouvelle paralysie de l'activité judiciaire votée cet après-midi en Assemblée générale. Le reportage.
L'Assemblée générale des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin-Saint-Barthélemy a décidé de continuer le mouvement de grève à l'appel de nos instances nationales. La réunion qui devait avoir lieu ce matin, qui a eu lieu ce matin à Paris avec le président du CNB, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de Paris qui devait rencontrer donc le ministre de la Justice et le ministre en charge d'élaborer donc ce projet de loi sur les retraites. Cette réunion n'a rien donné puisque nos demandes n'ont pas été prises en considération encore à ce jour. Donc on considère qu'il faut qu'on montre notre détermination à dire non à ce projet de loi. Et dans ces circonstances, l'Assemblée générale a voté à l'unanimité la poursuite de la grève. Tous les avocats sont debout derrière leur bâtonnier. Tous les avocats ont voté à l'unanimité la poursuite de la grève dans un mouvement, dans un élan commun. Il n'y a pas de service minimum pour nous. Le service minimum, c'est celui qui est organisé par le bâtonnier, donc par moi, qui concerne toutes les désignations pour les commissions d'office, pour toute l'aide juridictionnelle, l'aide légale, l'assistance devant les juridictions pénales. J'ai arrêté à la demande donc de l'Assemblée générale de procéder à ces désignations. Il n'y a pas de désignation. Nous sommes vraiment dans un rapport très dur avec le gouvernement pour lui montrer qu'on ne va pas assumer des missions de service public tant que nous n'aurons pas gain de cause sur ce projet de réforme des retraites et tant que nous n'aurons pas été entendus là-dessus. Donc, nous avons cessé toute activité également de service public. Et notez que de nombreux établissements scolaires gardent leurs portes closes à cause de ces mobilisations anti-réforme des retraites. Donc rapprochez-vous des écoles où sont vos enfants pour savoir quand reprendront les cours. Mais les syndicats ne risquent pas de leur donner de faveur en tout cas. Et on enchaîne avec cette signature de convention entre la Confédération des petites et moyennes entreprises, le Cap Emploi et le Pôle Emploi. Un partenariat en faveur de l'embauche des personnes porteuses de handicap qui peinent à s'insérer dans le commerce, l'industrie et les services. Le reste en images. On voulait concrétiser quelque chose pour ne pas laisser personne au bord de chemin. Faire ce contrat de partenariat, cette convention de partenariat avec Pôle Emploi et Cap Emploi, ça veut dire on ratisse large et on va jusqu'aux des personnes qui sont en mobilité réduite ou même handicapées, qui sont des demandeurs d'emploi aussi, qu'on dit que nos entreprises ont besoin et ils ont la porte ouverte aussi pour eux, pour leurs compétences. On mettra en place des formations, on mettra en place avec Pôle Emploi et Cap Emploi le besoin pour monter en compétences pour tous les demandeurs d'emploi. Et voilà, ma foi, je pense que à la fin, même si on n'arrive pas à vaincre le chômage, mais on va gagner cette bataille de l'emploi. Nous, notre objectif, c'est pouvoir communiquer auprès de tous les chefs d'entreprise. Et la CPME ce soir signe une nouvelle convention avec nous. Nous étions déjà partenaires du MEDEF, de la FTPE. Avec la CPME, on continue à fédérer autour de nous des chefs d'entreprise qui seront encore mieux informés, encore plus fédérés autour de la cause de la lutte contre le chômage et du recrutement. Ça va nous ouvrir des entreprises qui font partie de ce syndicat professionnel et qui n'étaient pas forcément au courant de l'existence de structures comme Cap Emploi qui servent à placer et à entretenir dans leur poste les handicapés. Donc on va leur ouvrir nos services et ils vont nous ouvrir leurs besoins en emploi et on va voir si on peut faire en sorte de placer davantage handicapés qu'on ne le fait déjà. Il y a 3 fois plus de chômage chez les handicapés que chez les gens normaux. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de handicaps différents. Il y a des handicaps tout petits qui ne gênent personne et il y a des handicapés lourds et là c'est difficile. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas les chefs d'entreprise qui ont embauché les handicapés retiennent tous que les handicapés sont plus motivés que les non-handicapés parce qu'ils ont l'habitude de se battre pour vivre. Et donc ils se battent aussi pour leur emploi parce que c'est difficile à trouver. Et quand ils en ont un, ce sont des gens formidables. Un reportage signé Olivier Moradel. Et maintenant, on félicite Nicolas Morvan qui a été élu premier dauphin de Mister France et qui est de retour ici en Guadeloupe. Le reportage.
C'était une semaine assez intense, c'est-à-dire que je suis arrivé mardi là-bas, donc pas le temps de récupérer du décalage horaire. On avait beaucoup de répétitions, beaucoup de choses à faire, des sorties pour aller à la rencontre des gens, pour que les gens puissent nous connaître. On a fait beaucoup de sorties, on a vécu une aventure vraiment intense, mais moi j'en retiens que des bonnes choses. Pour moi c'est une grande fierté, j'avais un peu la pression quand même et j'avais à cœur aussi de ramener une écharpe pour la Guadeloupe, pour mon île. Donc c'est une grande fierté et je suis content de rentrer aujourd'hui avec cette écharpe. Je suis très content pour lui, très fier et puis très content pour la Guadeloupe. Nicolas il s'est lancé dans l'aventure et puis on l'a accompagné. Et, on est très content qu'il nous ramène une écharpe. Et c'est l'année 2019 justement où on a la Miss Guadeloupe. La première dauphine de Miss Monde et là Nicolas il s'est lancé dans cette aventure et lui aussi il nous ramène à la Guadeloupe une belle prestation avec son écharpe de deuxième dauphin de Mystère France. Nous les parents on est très contents. Je serai présent, là je vais rentrer chez moi, j'aurai le temps de me changer quelques minutes et puis après je vais retourner pour faire partie du protocole d'accueil pour les filles. Nous sommes très fiers aujourd'hui de recevoir le deuxième dauphin de Mystère France, surtout que c'est un travail qui a commencé depuis août, lorsque Nicolas a été élu Mystère Guadeloupe. Nicolas s'est préparé physiquement, il a préparé son projet et tout, et ça a porté ses fruits parce qu'ils étaient quand même 28 candidats. Aujourd'hui, il va pouvoir profiter un peu de se reposer et aussi de son titre qui est quand même un titre national. Et la suite sera bien sûr continuer à promotionner la Guadeloupe à travers ce titre et puis aussi la France parce qu'il représente aussi la France et nous avons pas mal de sorties et de manifestations prévues pour lui tout au long de l'année et on espère que cela va lui ouvrir les portes, même à titre personnel, que ça puisse vraiment lui apporter quelque chose. Encore félicitations à Nicolas Morvan pour cette performance. Et hasard du calendrier ou pas, Clémence Bottineau, la Miss France 2020 et Ophélie Mézineau, la première dauphine de Miss Monde, viennent tout juste d'atterrir à Pôle Caraïbes. Un retour à la maison très attendu pour certains, mais qui passe inaperçu pour d'autres. Dylan Bégarin est parti ce matin à votre rencontre, voir ce que vous en pensez. Le micro-trottoir. Tu sais quand est-ce qu'elle revient en Guadeloupe ? Je crois que j'ai entendu ça à la radio, mais j'ai pas vraiment écouté la date. Personnellement, j'ai entendu la date, mais j'ai un peu mis ça de côté, donc je sais pas, j'ai oublié. Je sais pas vraiment quand est-ce, mais je sais que c'est dans pas longtemps là qu'elle va arriver. Il y aura beaucoup de gens qui vont aller. Et voilà, moi je n'aurai pas le temps, j'ai l'école, voilà quoi. J'avais dit cette semaine. Ouais, ça j'ai entendu à la radio, je crois. C'est aujourd'hui en plus, non? Est-ce que vous pensez que vous allez l'accueillir ou aller la voir sur un événement ou bien l'accueillir à l'aéroport peut-être? Mais à la télé, oui. Mais à l'aéroport, non, je n'aurai pas le temps. Il y aura du monde de toutes les manières. Hein. Alors s'il me faut la voir, c'est à la télé. Ça va dépendre de là où ils sont en fait. Genre, je sais pas, genre peut-être que s'ils sont assez aux alentours, je vais essayer de faire une petite descente. Mais voilà. Si j'ai l'occasion, ouais. Voire même pourquoi pas faire un selfie avec eux, ouais, comme souvenir, ouais. Et les féliciter, ouais. Que les Miss France, les Mystère France, qu'est-ce que vous pensez de leur utilité? Est-ce que vous pensez qu'ils servent à quelque chose? Normalement, s'ils ont été jusque-là, c'est pour montrer à la population qu'ils peuvent faire quelque chose de bien pour nous. Je n'ai pas trop d'avis dessus, parce que bon, je ne suis pas particulièrement. Quand j'étais petite, si, mais bon. Je pense que c'est une industrie, c'est une façon aussi de représenter son pays à l'international. C'est pour représenter par exemple un pays ou une commune ou un département. Oui, pour moi c'est pour ça qu'ils se présentent, pour représenter leur pays, leur ville, type du style. Moi je pense que c'est très original parce qu'on peut découvrir tous les talents de chaque région. Mais bon après, tout reste aussi sur le racisme que j'ai pas vraiment aimé par rapport à Miss France et je trouve ça très méchant. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10 très chargée en actualité sociale, je vous l'avais dit. Merci en tout cas pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30.
Et à venir, dans la tranche info sur Canal 10, eh bien, de 19h à 19h30, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10. Elle débriefera avec vous l'actualité sportive de ce week-end. En deuxième partie, Focus. Et un Focus qui sera spécial Moon Guadeloupe, mais aussi pour les diverses luttes qui se mènent en ce moment en faveur de la distribution correcte de l'eau potable dans nos robinets. Les années changent, mais finalement, rien pas qu'à changer un pays là, ça. Mais bon, bref, passons. Je dis bonsoir à Chantal Jean-Noël, bonsoir à Jocelyne Felladamo, bonsoir à Madea Dacha, bonsoir également à Maya Guadagal, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à OPP Krabraï, toujours connecté, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Lucie Lafleur, bonsoir également à Maggie Delaney, bonsoir Maggie, on est content de te revoir parmi nous, bonsoir à Angèle Louvrier, toujours présente également, bonsoir à Fabien Nebo, Fabien Nebo qui ne lâche jamais le journal de Canal 10, franchement c'est exceptionnel. Bonsoir à Jenna Donino, bonsoir Jenna, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à Winnie Kaona qui nous suit régulièrement. Bonsoir à El Carino Valentino Cardona, ça doit être un des pseudos que je préfère prononcer car il est espagnol, c'est super cool. Bonsoir à Victor Delver. Oh, monsieur Delver, comment allez-vous? Il serait temps de faire un petit passage en focus avec votre très cher, n'est-ce pas? Bonsoir également à Flandria, bonsoir à Sylviane Fontaine, bonsoir à qui d'autre? À Maryse Benga, bonsoir à Isa Chacha, je ne pourrais pas tous les nommer, bonsoir à Valérie Pabizouin-Save et bonsoir à Sauvage Sand, j'essaie de faire le maximum, bonsoir également à Wanaka Apatore et à Morgan Wynne, bonsoir chouchou, en tout cas j'espère que vous tous vous allez bien, merci encore de nous suivre régulièrement sur les réseaux et de suivre ce journal télévisé, et un petit dernier pour la route, et bien bonsoir à Dominique Landry, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait très plaisir, on se retrouve après la coupure pub. Bonsoir et bienvenue dans votre journal des sports. Dorénavant, vous êtes habitués à ce rendez-vous le lundi et le vendredi. Aujourd'hui, donc en ce lundi, nous débriefons donc l'actualité du week-end. Et un petit rappel avant de commencer cette émission. Donc, je vous rappelle l'adresse mail où vous pouvez bien sûr nous envoyer les différents éléments ou informations concernant vos événements sportifs. Donc, c'est sportcanal10@gmail.com. sportcanal10@gmail.com. Donc un petit coucou également à tous ceux qui nous suivent et notamment sur Facebook. Voilà, merci encore d'être avec nous et de regarder notre émission. Alors le sommaire de ce soir, nous reviendrons sur la 15e édition de la Coupe de Gobert en escrime, la première journée des matchs retour en basket, focus sur la rencontre ACD Signe Noir. Et en plateau ce soir, je reçois donc Patrick Casaco, qui est donc vice-président de la Ligue et qui est aussi en charge de l'arbitrage. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Donc on commence avec le volleyball et les résultats donc de la 8e journée. L'ESM s'est incliné face à l'UFM 2-7-3. Pas de rencontre entre le CMGVB et l'Étoile. Bien sûr, difficile de se rendre du côté de Marie-Galante ce week-end. Fumerol face à Racine Beach et c'est le Racine qui s'est imposé 3-7-1. L'USG et l'Arsenal chez les femmes se sont quittés donc sur la victoire de l'USG 3-7-2. Au niveau du classement, l'USG reste invaincu dans ce championnat avec 8 matchs gagnés et donc occupe la première place suivie du Racing Beach et du CMGVB. Chez les hommes, le SM face à l'UFM, le match a été donc arrêté. Il n'a pas pu se terminer puisque les conditions étaient difficiles au niveau du moule, donc terrain impraticable. Il y avait un 7-0 en faveur de l'ESM. Le match sera normalement à rejouer. CMGVB Étoile, bien sûr, toujours pas de rencontre à ce niveau. Et Fumerol contre le Racing Beach, victoire du Racing Beach 3-7-2. Et l'USG face à l'Arsenal, victoire de l'USG 3-7-0 au classement après 8 journées. C'est le Racing qui occupe la première place et qui est aussi invaincu dans son championnat de Régional 1. À la deuxième place, on retrouve l'USG et à la troisième place, le Fumerol.
On poursuit avec le hand et la 13e journée de championnat chez les femmes. Match nul entre l'Étoile de Morne-à-l'Eau et le Zayanla, 24-24. Victoire de l'Intrépide, 27-19 contre la JSA. Au classement, premier, c'est le Zayanla avec 24 points. Second, l'Étoile de Morne-à-l'Eau avec 23 points. Et troisième, la JSA avec 23 points également. Chez les hommes, la JTR s'est imposée 38-18 face au Signe Noir. L'Étoile de Morne-à-l'Eau 29-35 face aux Zayanla. L'OMSC Capesterre s'est imposé 31-24 face à l'USCA. L'Intrépide s'impose également d'un petit but d'écart face à la JSA, 35-34. Et pour finir cette 13e journée, on avait donc la rencontre Club Sport Lamentin Handball, où vous allez pouvoir voir des images de cette rencontre, où il y a eu justement beaucoup de buts, puisque le score a été donc de 41-36 en faveur du Lamentin Handball Club, pardon. Et donc c'est Alphonse Jean, le porteur du numéro 9 au niveau du Lamentin Handball Club, qui est donc le meilleur buteur de cette rencontre avec 13 buts inscrits, suivi donc de Diman Manuel qui lui donc a inscrit 10 buts. Donc avec cette victoire, le Lamentin se rapproche un peu des leaders du championnat. Et justement, nous faisons un point sur ce classement. Je vous laisse également profiter des quelques buts qu'on a pu filmer pour cette rencontre. Et au classement, donc c'est la ZUP qui est toujours à la première place, même s'il n'y a pas eu de match ce week-end pour eux à Bemao, puisque le gymnase était donc difficile d'accès. Donc il reste invaincu. Deuxième, le Zayanla. Troisième, la JTR. Voilà pour ce point handball. On revient donc sur le plateau avec notre invité Patrick Casacco. Rebonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc on va parler de la formation de l'arbitrage, puisqu'il va y avoir donc le week-end prochain une formation organisée donc par la Ligue, proposée donc aux arbitres. Donc justement, en quoi consiste cette formation? C'est une formation qui se répète chaque année. Chaque année, nous avons donc en formation un certain nombre d'officiels, de jeunes officiels. Donc nous commençons cette année cette formation. Donc on va commencer samedi, donc 18 à Calamus avec des officiels, que ce soit OTM et arbitre. Et cette même formation va se répéter aussi sous la Basse-Terre au Signe Noir. Ce sera le 25 janvier. Donc voilà, donc on commence ce samedi. Donc on avait demandé donc au club de faire les inscriptions sur FBI. Je pense que ça a été fait. Et puis samedi, on va commencer avec donc la formation qui se fera à la fois pour les arbitres et pour les OTM. Est-ce que justement, il faut déjà voir quand même... est-ce que c'est ouvert à quelqu'un de lambda, même s'il est dans un club? Est-ce que s'il n'est pas encore vraiment arbitre, est-ce qu'il peut participer ou c'est vraiment pour les personnes qui ont... Nous sommes dans le cadre de débutants. N'importe qui, un licencié, ayant éventuellement à partir de 15 ans, il peut s'inscrire pour être arbitre, sachant bien qu'au départ, ils vont faire une inscription sur FBI en étant arbitre club. Puisqu'il faut que les clubs puissent comprendre qu'effectivement, s'il y a quelqu'un qui a l'habitude d'arbitrer au sein du club, ils peuvent donc l'inscrire sur FBI en étant arbitre club. Donc on a demandé, on a exigé que les volontaires soient inscrits sur FBI à la condition effectivement qu'ils soient donc licenciés. Donc à ce moment-là, à partir de 15 ans, on peut être arbitre. D'autant qu'il nous faut des arbitres, puisque de plus en plus, il y a beaucoup de matchs. Nous sommes à 65 matchs par week-end. Nous avons actuellement 39 à 40 arbitres, donc il nous manque des arbitres. Donc il faut absolument que les clubs fassent l'effort d'inscrire les candidats sur FBI, de manière à ce qu'on ait un panel d'arbitres pour que les rencontres se fassent avec les officiels. Justement, comment se passe le parcours pour devenir arbitre? Donc là, par exemple, moi je suis intéressée, je m'inscris, je suis effectivement dans un club, je fais mon inscription. Donc le parcours de la formation, ça se passe comment? Alors au départ, il faut être inscrit, il faut être licencié dans un club. Ensuite, on va sur FBI, on s'inscrit en tant qu'arbitre club.
Et ensuite, à partir du moment où on est arbitre club, on a un cheminement, on a un parcours. Ensuite, on va devenir arbitre de niveau départemental. Ensuite, après des examens, on va devenir arbitre régional, arbitre interrégional et ensuite arbitre fédéral. Mais ça demande beaucoup de formation et beaucoup d'attention de chacun. La formation, elle porte sur quel support? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit maîtriser aujourd'hui pour être arbitre ou pour être encore OTM? Mais pour être arbitre, il faut connaître le règlement. Donc ça passe par le règlement, puisque pour arbitrer un match, il faut connaître les règlements. Ensuite, il y a aussi la mécanique d'arbitrage. On ne se déplace pas sur le terrain dans n'importe quelle condition. Il faut donc savoir se déplacer. Et il faut surtout avoir un bon jugement, puisque l'arbitrage, c'est d'abord le jugement. Et le jugement se fait effectivement en fonction de la connaissance des règlements. Donc on attache beaucoup d'importance à ce que les arbitres connaissent le règlement, puisque à chaque fois, le problème qui revient, c'est le problème d'application des règlements. Ensuite, effectivement, on demande aux arbitres que ce n'est pas une tâche facile. Hein. Tout le monde sait qu'être arbitre, ce n'est pas une tâche facile. Donc après, on demande aux arbitres d'être prêts physiquement, puisque si les joueurs s'entraînent dans la semaine, il faut aussi que les arbitres soient au même niveau, donc qu'ils puissent avoir une préparation physique autant que les arbitres, que les joueurs. Donc, une fois, il y a une partie théorique, une partie pratique. Là, on débute donc dans la partie plus théorique. Donc, est-ce que, donc, à l'issue de cette partie, donc, il y a une validation ou est-ce que c'est vraiment le tout, une fois qu'ils ont vu pratique et théorique, la validation de cette formation est faite, ou est-ce qu'il y a une partie théorique puisqu'il faut répondre au règlement. Ensuite, parallèlement, il y a une partie pratique puisque à la fin de la saison, il va falloir que les arbitres puissent être sous des matchs. Donc, ils seront évalués, ils seront notés et à la fin de la saison, ils auront éventuellement l'examen d'arbitre de niveau départemental. Mais il y a un cursus puisqu'il y en a deux parties, ils vont être évalués plusieurs fois de manière à ce qu'on puisse les valider en tant qu'arbitre de niveau départemental, mais aussi en tant qu'OTM de niveau départemental. Donc il y a les exigences, par exemple pour les OTM, vous avez bien remarqué que maintenant c'est l'IMARC. Donc ça se passe sur l'ordinateur. Avec l'ordinateur, donc nous allons intensifier cette formation des OTM sur l'IMARC de manière à ce qu'on puisse arriver à ce que tous les matchs, normalement c'est à partir de U18 où effectivement on utilise l'IMARC, mais il serait intéressant qu'au sein des clubs, qu'on puisse déjà commencer dès les matchs de U15, de U13 à utiliser l'IMARC, comme ça ferait un entraînement aux OTM et à ce moment-là, on serait beaucoup plus en avance. Ça demande aussi peut-être un peu plus de matériel pour les clubs ou... Ça dépend, non, ça ne demande pas beaucoup plus de matériel, ça demande juste un ordinateur. En principe, les clubs, ils ont un ordinateur. Et après, si les officiels peuvent éventuellement utiliser leur ordinateur pour s'entraîner, ce serait une bonne chose. Mais effectivement, il faut un ordinateur, pas obligatoirement d'avoir l'Internet dans les salles, ce qui serait normalement ça devrait être comme ça, mais pas besoin d'avoir un relais d'Internet, il faut juste avoir un ordinateur et éventuellement, télécharger l'IMARC sur la plateforme de la Fédé. Et après, effectivement, nous avons Charlie Lacoma qui est responsable de la formation des OTM, qui se fera un plaisir d'initier les candidats à l'application de l'IMARC. Donc nous attendons dès le week-end prochain beaucoup d'OTM et beaucoup d'arbitres de manière à ce qu'on puisse augmenter le quota des arbitres, puisque vous avez remarqué qu'il nous manque des arbitres, puisque d'autant que les clubs veulent que tous les matchs soient fournis en arbitre et pour l'instant là, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Il va falloir travailler et que les clubs prennent aussi en charge la formation des officiels qui nous envoient les candidats pour qu'on puisse les former afin qu'on augmente le quota d'arbitres et d'OTM pour que les matchs soient pourvus en officiel.
Justement, une fois qu'on devient arbitre, on a passé son examen avec brio, entre guillemets. Donc, on devient arbitre, qu'on peut donc être sur les terrains. Comment ça se passe ensuite pour justement la progression de ce jeune arbitre? Est-ce qu'il a encore droit à des évaluations, à des retours? Comment s'articule aussi la suite après l'obtention du diplôme? C'est-à-dire qu'en fait, on commence par être arbitre de niveau départemental. Ensuite, sur une année, on est jugé, on est évalué en fonction de l'assiduité sur le match, en fonction de la progression qu'on a sur l'année, en fonction des matchs aussi arbitrés. Et dans une commission, on estime que cet arbitre-là qui a passé une année en tant qu'arbitre départemental, il peut logiquement se faire nommer en tant qu'arbitre régional. Mais c'est pas, il y a un cursus, il faut être évalué, il faut faire des progrès, il faut évoluer aussi, il faut faire des progrès entre les deux. Et ce qui est valable pour l'arbitre départemental est aussi valable pour l'arbitre régional et l'arbitre de niveau fédéral. Un arbitre niveau département, il peut arbitrer quel type de rencontre? Un arbitre de niveau des départements, en principe, il devrait pouvoir arbitrer les matchs de jeunes et éventuellement, s'il a un bon niveau, arbitrer les matchs de division 2. On évite pour l'instant de les mettre sur les matchs de division 1, sauf certains qui ont un potentiel et qui pourraient éventuellement remplacer ceux qui effectivement n'arbitrent plus. Mais de toute façon, il faut bien que les jeunes poussent, il faut bien qu'on les mette dans le bain. Donc on essaie autant que faire se peut de les nommer avec éventuellement un arbitre confirmé de manière à ce qu'il puisse s'aguerrir aux côtés de cet arbitre-là. C'est pas forcément évident parce qu'on sait que justement, étant donné qu'il n'y a pas forcément suffisamment d'arbitres, on ne peut pas non plus systématiquement toujours associer peut-être un arbitre confirmé avec un jeune pour pouvoir l'accompagner. C'est difficile, mais nous évitons d'envoyer les jeunes arbitres sur les matchs difficiles parce qu'ils peuvent se décourager, ils peuvent se faire insulter, etc. Ils peuvent se décourager. Et donc, pour permettre que ces arbitres-là ne se découragent pas et qu'ils restent dans le domaine de l'arbitrage, on essaie autant que faire se peut. C'est pas évident du tout de les mettre avec un arbitre confirmé. Et là, je salue le travail de ceux qui font les désignations, parce que je peux vous dire que c'est pas évident. D'autant qu'il n'y a pas suffisamment d'arbitres, donc il y a des arbitres qui officient 2-3 matchs dans le week-end, et donc c'est difficile. Donc c'est pour cela qu'il va falloir que les saisons à venir, qu'on puisse trouver une autre solution pour l'arbitrage des matchs de jeunes, puisque je rappelle que il n'y a que la Guadeloupe qui demande, que les clubs demandent à ce qu'il y ait des arbitres sur tous les matchs de jeunes, alors que dans les autres départements, les matchs sont officiés par les arbitres des clubs. Et pour l'instant, effectivement, nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous essayons de mettre des arbitres sur tous les matchs, mais ce n'est pas évident. Donc, il y a des fois, effectivement, où les matchs de jeunes, par exemple, ou les matchs de seniors n'ont pas d'arbitre, parce que, bon, il n'y a pas suffisamment. En plus, il faut quand même dire que certains arbitres sont aussi joueurs, ils sont aussi dirigeants, donc l'équation est difficilement résolue. Donc, il va falloir qu'on puisse jouer dessus, et nous attendons que les clubs aussi puissent jouer le jeu et envoyer le maximum de candidats sur ces formations. D'autant qu'il y a un autre volet dans la formation, c'est la formation 3-3, parce que ça commence à entrer en vigueur. Justement, nous avons un tournoi international de 3-3 qui va se faire en Guadeloupe, et justement et qui sera peut-être arbitré par les Guadeloupéens. Donc, il va falloir qu'on puisse détecter, voir les volontaires pour faire de l'arbitrage 3-3, les former de manière à ce qu'ils puissent officier sur ce tournoi-là. Pour cela, nous avons la venue bientôt, aux environs du 25 février, d'un formateur de la fédération qui viendra pour faire la formation des volontaires pour travailler sur l'arbitrage 3-3 et aussi les OTM, parce que c'est un peu différent. Mais c'est bon, effectivement, si on est arbitre 5-5, on peut être arbitre 3-3 et éventuellement OTM. On peut aussi faire être OTM sur les matchs de 3-3.
Voilà, donc on rappelle que cette formation débute ce samedi pour la Grande Terre et samedi prochain pour la Basse Terre. Et que donc la limite d'inscription c'est jusqu'à... C'était jusqu'au 15. Jusqu'au 15 et ça se fait sur FBI. Voilà. Ça se fait sur FBI, donc il suffit d'aller sur FBI et s'inscrire en tant qu'arbitre club ou OTM club. Merci beaucoup. Un petit mot avant de se quitter quand même en tant que... pas dire arbitre sur ce qui s'est passé en Martinique. Donc on a toujours cette sensation de se dire que bon, on n'est jamais à l'abri, même si les choses peuvent toujours un peu dégénérer. Justement, comment on se prémunit en tant qu'arbitre? Est-ce que c'est possible? Comment on peut éviter ce genre de situation? Je ne sais même pas. Bon, je suppose qu'il y a une incidence. Oui, c'est sur un match de foot. C'est pas sur un match de basket. Ah d'accord. C'est sur un match de foot. J'aurais pu être au courant, mais le match de foot, oui. Non, c'est sur un match de foot. Alors qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi? Ça a un petit peu dégénéré. Donc oui, match du club franciscain. Donc il y a eu effectivement pas mal de cartons, mais il y a eu donc l'arbitre s'est fait un petit peu malmener sur la rencontre. La rencontre ne s'est pas terminée. Mais ça arrive, ça peut arriver aussi. On a déjà eu ça au niveau du basket, mais effectivement, il va falloir que chacun reste serein et qu'ils acceptent que l'arbitre se trompe, comme les joueurs se trompent. Donc bon, maintenant après effectivement, je ne sais pas comment ça se passe, mais en règle générale, il faut être tolérant parce que bon, on fait un travail qui est difficile, et bon, ça peut arriver effectivement que l'arbitre se trompe. Mais à la fin, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'à la fin du match, c'est l'arbitrage qui a fait perdre le match ou non. Après, effectivement, l'erreur est humaine et on ne peut pas faire autrement. C'est toujours difficile d'avoir ce recul. C'est difficile d'avoir ce recul. C'est pour ça qu'on demande aux arbitres à la fin du match, si on sent qu'il y a de la tension, de ne pas rester et de rentrer dans les vestiaires et après éventuellement faire un débriefing avec les officiels pour savoir ce qui s'est passé, éventuellement faire un rapport. Mais je peux comprendre effectivement que les joueurs soient frustrés, que l'équipe soit frustrée si elle a perdu à la fin du match. Et puis ils ont l'impression que c'est à cause de l'arbitrage. Bon, on voit ça au niveau international, bien à la télé, on voit souvent que l'arbitrage est toujours pris à partie. Maintenant, il faut que chacun doit accepter cela. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous, Patrick Kazako. Et puis à très bientôt. Je pense qu'on se reverra souvent. Souvent. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, justement, la transition est toute trouvée puisqu'on va parler donc de la nouvelle journée de championnat de basket qui a donc eu lieu samedi soir. Une rencontre importante de milieu de tableau entre l'ACD et le Signe Noir. Une rencontre à Fouillol qui a tenu toutes ses promesses. Un reportage de Vianney Valverde. Avec André Chevry du Signe Noir. André, bonsoir. Bonsoir. Donc, quel est ton ressenti sur cette rencontre qui vous a échappé de peu? Eh bien, c'est une dure défaite, surtout qu'on avait besoin de cette victoire-là pour bien se placer mieux se placer dans le classement. Et là, c'est très dur parce qu'on perd de 3 points. Et il y a certains choix qu'on a fait. Bon, à un moment, on a un peu baissé la défense, le niveau défensif, donc ça nous a coûté cher. Ça a coïncidé avec la sortie de Nicolas, cette baisse de régime. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, comme il apporte énormément avec sa vitesse et tout, donc quand il s'est blessé, ça nous a un peu affaibli. Mais bon, c'est les choses du basket, ça se joue très peu. Certaines décisions, si elles ne sont pas prises au bon moment, bien on ne défend pas comme il faut, et bien on perd. Avec Sylvain Charlery, donc coach du Signe Noir, ce soir, il y a de quoi être déçu parce que votre équipe quand même avait su maîtriser la rencontre jusqu'à, on va dire, milieu du 4e quart-temps. Effectivement, donc la déception comme tout match perdu. Donc après, comme j'ai tendance à dire, on est une équipe relativement assez jeune, une équipe en fait en développement. Après, c'est toujours des matchs qui laissent un goût amer dans la bouche quand on voit qu'on maîtrise concrètement plus de 3 quarts temps et demi et qu'en fin de match, on déjoue. Après, l'ACD, c'est une équipe qui a su se battre jusqu'à la fin, qui a su exploiter en fait les espaces qu'on a laissés. Et c'est une belle victoire pour eux. Maintenant, à nous de retourner au travail, travailler dur pour déjà se maintenir et faire honneur au basketball loupéen parce que ce soir on n'a pas du tout fait. Avec Neverson Gino Baptiste Diboun, c'est une victoire disputée, match qui s'est décanté dans les derniers moments. Justement, tu as pris tes responsabilités sur la ligne de fond, raconte-nous ça.
En fait, j'ai déjà l'histoire que je rate des lancers francs. Et je sais que les lancers francs à la fin, là, c'était très important. Donc, j'essaie de faire confiance et mis dedans. Parce que c'était un match très important pour nous. Parce que là, par rapport à les matchs à aller qu'on a perdu tous les matchs sauf un. Donc là, c'est un jeu d'essayer de réassumer le métier en fait, tu vois. Donc là, on essaye de faire ça. Et cette match, c'était le premier. Il y a d'autres. Donc on verra en fait. 70-66 pour l'ACD, une victoire sur le fil qui a laissé beaucoup de regrets au coach Charlery, comme vous avez pu l'entendre. Et justement, donc dans les autres rencontres de cette 10e journée, le New Star s'est incliné 62-96 face à l'EDO, qui reste invaincu. Victoire de l'USR 82-55 face à l'AS Vatable. Le match entre le Phoenix et l'AOG avait été reporté. Et dimanche, dans le dernier match de cette 10e journée, la MJC des Abîmes a été défaite par le Bonello 76-81. Au classement, donc après cette 10e journée, premier l'Étoile de l'Ouest avec 20 points, deuxième l'AOG avec 17 points mais compte un match en moins, troisième la MJCA avec 17 points et quatrième le Bonello avec 17 points également. Sachez que entre la MJCA et le Bonello, c'est le goal average qui fait la différence pour les Abîmiens qui pour l'instant ont quelques petits paniers en moins encaissés par rapport aux Bonellotistes et ils peuvent donc pour l'instant être à la 3e place. Chez les filles, on le rappelle également, il n'y avait pas de rencontre, donc on poursuit avec donc la 15e édition de la Coupe de Gourbert, une compétition d'escrime qui donc est inscrite au calendrier de la Ligue et qui a rencontré un vif succès auprès des jeunes escrimeurs. Un reportage de Michel Terrasse. Ce soir, contre le MJSFC, bon, c'est vrai qu'on était un peu à la traîne, on s'est fait mener rapidement. Le futsal, ce sera pour tout à l'heure. Donc, avant le futsal, on parle donc de l'escrime et donc de cette 15e édition, comme je vous disais, de la Coupe de Gourbert. C'est la première compétition de la saison, en tous les cas organisée par le club d'escrime du Sud-Bastère, puisque nous faisons partie en fait du calendrier de la Ligue. Donc c'est une compétition qui est qualificative pour les championnats Antilles-Guyane. Et les jeunes ont répondu, puisque nous avons une centaine de jeunes, des catégories M9 à M17, au fleuret et à l'épée. Et en fait, on prouve une fois de plus que l'escrime dans le Sud-Bastère est bien ancré et que nous sommes un des 7 clubs incontournables. Mon adversaire, je tire beaucoup avec lui, même à l'entraînement, et je perds très souvent, et c'était très dur. Je me suis dit que là, il faut que je me concentre, j'ai une chance de pouvoir gagner, de me concentrer et d'y aller à fond, de ne pas avoir peur. Au début, j'étais vraiment pas sereine parce que entre Alexandre et moi, des fois c'est l'une qui gagne ou d'autres fois c'est l'autre qui gagne. Et je ne savais pas vraiment si j'allais gagner, mais je voulais vraiment cette coupe, donc j'ai tout fait pour l'avoir. Je la rencontre depuis l'année dernière et je la rencontrais en épée, c'est depuis l'année dernière. Et en fleuret, ça fait assez longtemps que je la rencontre. Nous, notre choix, notre vœu le plus fort en tous les cas, c'est que l'escrime continue à se développer. Nous avons eu un champion du monde cette année en fleuret, à la personne d'Anzo Lefort. C'était le premier champion du monde fleurettiste depuis 20 ans. Ce qu'on souhaite en fait, c'est faire des champions, mais pas seulement. C'est former des jeunes, c'est épanouir l'enfant dans son sport, c'est former des arbitres et faire en sorte que la famille de l'escrime s'agrandisse et que nous puissions accueillir le plus possible de tireurs sur ce sport qui est vraiment un sport complet et dans lequel un jeune peut s'épanouir à tous les niveaux. Et voilà donc les résultats complets de ce tournoi. Donc en catégorie M9 en fleuret dames, Charles Silébert Andréana s'est imposé face de Petit-Bourg face à Charles Silébert Mikiela.
de Petit-Bourg également, et Viardo Anaïs de Basse-Terre complète le podium. En M11, toujours chez les dames et au fleuret, Borda Laura donc du CDEP s'est imposé face à Vincent Mélanie du club de Bemao. Et troisième, il s'agit de Tros Cabarus Tacha de Basse-Terre. Dans la catégorie M13, vous l'avez vu, c'est Núñez de Souza Ileana du CDEP qui s'est imposé face à Nègre Joël de Gosier-Saint-Georges, et Gauthier Riama de Bemao finit donc à la troisième place. Dans la catégorie M9, toujours au fleuret, mais cette fois chez les garçons, Armis Kéran de Pointe-Noire s'impose devant Schwartz Raphaël de Bemao, et troisième, c'est John Baptiste Pierre du CEPB. En catégorie M13, toujours au fleuret, Boniface Ludric de DS s'impose devant Naejus Julien du CDEP. Et troisième, Lévi David du CEPB. En l'épée dame, dans la catégorie M13, c'est Garnier Astrid de Pointe-Noire qui s'est imposé devant Augustin Alexana du CESBT. Troisième, Lindsay Shaila de Petit-Bourg. En catégorie M17 chez les femmes et à l'épée, Mutusami Kaliari Daya de Bemao s'impose devant Armise Lorna de Pointe-Noire. Troisième, Mélane Mallory de DE. Chez les hommes, catégorie M13, vous l'avez vu également au micro de Michel Terrasse, Ruf Yael de Pointe-Noire s'impose devant Boniface Ludric de DE. Troisième, Barbin Nelson de DE. Dans la catégorie M17, c'est Charles Arnaud qui s'impose de DR, Fagotin Bajazé Joris du CDEP, et troisième, Jugon Guédu Rémy de Basse-Terre. Voilà, on a fait le tour donc de ce 15e trophée de Gourbert, et on passe tout de suite au foot. Et on commence par le futsal. Vendredi, il y avait donc la suite et fin de la 12e journée. Le MGFC recevait l'Intrépide Futsal à la Plaine Grand Camp, un match qui malheureusement n'a pas pu arriver à son terme à cause de la pluie, mais vous retrouvez donc les images de nouveau de Vianney Valverde. Ce soir, contre le MJSFC, bon, c'est vrai qu'on était un peu à la traîne, on s'est fait mener rapidement, on est revenu dans la partie avec un temps un peu désagréable. On dira on a fait un petit galop d'essai, on a entamé la phase retour de ce championnat. Et notre objectif, c'est d'être parmi les 6, de décrocher une place qualificative pour les playoffs. Et je sais que ce sera compliqué, mais on y croit, les joueurs y croient, alors il va falloir aller la chercher. Bon. C'était un match un peu saccadé par la pluie, très difficile à jouer, surtout sur une plateforme un peu difficile de la Plaine Grand Camp. Mais si dans l'ensemble c'était agréable, bon, heureusement il n'y a pas de blessés. L'adversaire du jour était pas mal. Notre équipe aussi, elle était un peu endormie. On a mené très tôt, on s'est endormi après, et nous sommes entrés dans une facilité, on a encaissé 2 buts. Bon, on menait 7-2. Bon, le match s'est terminé par rapport à la pluie. Comme je le dis tout le temps, bon, c'est la Ligue qui traite ces affaires-là. Ça, bon, même si parfois c'est un peu difficile à leur niveau de traiter certaines affaires, bon, j'espère que ce sera traité au mieux pour que le match soit rejoué. Bon, pas sur cette plateforme-là, ça aurait été bien. Mais quelque part d'autre, qui serait plus attrayant pour le public déjà, les joueurs en priorité, et après tout un ensemble qui suit après. Bon, ça c'est sûr, ce sera une rencontre à rejouer, à savoir quand. Bon, c'est seule la Ligue va décider de reprogrammer. Nos lacunes, une fois de plus, dans le secteur défensif, comme je le répète tout le temps, attaquer oui, mais il faut savoir, à la perte du ballon, il faut savoir défendre, oublier l'adversaire et se repositionner. Une fois le ballon perdu, on le récupère dans les filets. Et c'est ça notre gros souci cette année. Une fois qu'on va corriger cet aspect-là, ma foi, l'Intrépide va redevenir royal. Hein. Voilà, 7-2 donc quand ce match s'est arrêté, donc on restera attentif à savoir si donc il sera rejoué et le lieu bien sûr de la reprogrammation de la rencontre. Et on finit donc avec la régionale 1
donc, et les résultats donc, des matchs du week-end. Donc le Stade Lamantinois s'est incliné face à l'AS Gosier 2-0. L'AS Gosier qui poursuit son bonhomme de chemin et continue donc à être invaincu dans ce championnat. La Jeunesse Évolution s'est inclinée face à la Solidarité Scolaire 2-0. Le CSM est reparti avec la victoire 1-0 face à l'UNAR. La Gauloise a fait match nul contre l'USR 0-0 et l'USBM et l'Arsenal également se sont quittés par un match nul, un partout. Au classement, l'AS Gosier conserve sa première place avec 41 points. Le CSM a fait un bond en avant puisque désormais occupe la seconde place avec 33 points devant la Jeunesse Évolution également à 33 points. Quatrième, c'est l'USR avec 32 points et cinquième, l'USBM avec 32 points également. Voilà, nous sommes arrivés donc au terme de ce journal des sports. Je remercie encore Patrick Casacco d'être venu jusqu'à nous pour nous parler donc de la formation des arbitres au niveau du basket. Et moi, je vous laisse donc en compagnie d'Harold pour un nouveau numéro de Focus. Et puis, je vous donne également rendez-vous vendredi pour bien sûr parler de l'actualité sportive du week-end. Voilà, profitez, bonne semaine et on se dit à vendredi.